Et oui, l'heure est venue sur Europe 1 de retrouver Franck Ferrand pour un moment d'évasion dans le temps. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire un petit tour à Chicago dans les années 20 ? Je vous conseille de vous équiper tout de même, non seulement à cause de la neige, il fait pas très beau à Chicago fin février, mais surtout à cause des balles perdues. Vous savez, c'est vite arrivé. Les États-Unis, à l'époque, sont plongés dans la grande dépression économique, ils sont en pleine prohibition et les gangs y font régner leurs propres lois. Effectivement, le plus grand truand de l'époque, c'est évidemment Al Capone. Al Capone, surnommé le balafré en anglais Scarface, l'homme aux 150 assassinats présumés, je dis bien présumés, puisqu'on n'a jamais pu l'accuser officiellement de ces crimes. En tout cas, on n'a jamais pu les prouver. On l'a accusé, mais on n'a pas pu les prouver. Je vous propose, si vous le voulez bien, Julia, de nous pencher d'un petit peu plus près sur son cas. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'était il y a un petit peu plus d'un quart de siècle, le 21 avril 1986. 181 chaînes de télévision du monde entier. Il y avait les télévisions américaines évidemment, mais aussi beaucoup de télé étrangères. 181 chaînes retransmettaient en direct de Chicago, en direct de l'hôtel Lexington, l'ouverture tant attendue de la fameuse chambre forte construite par et pour Al Capone et retrouvée par deux chercheurs, Rubin et Bang. Le célèbre truand avait installé son quartier général dans cet hôtel de Chicago, un bâtiment de 9 étages, assez compact, tous ces espèces de gros bâtiments de la fin du 19e siècle, comme on en trouve partout à Chicago. Il s'était installé là en juillet 28. L'endroit était bien entendu bourré de cachettes, de choses trappes. Par exemple, quand Al Capone devait quitter l'immeuble, toujours encadré d'une demi-douzaine de gardes du corps, on le voyait descendre au premier étage par un monte-charge. De là, il se glissait dans un vestiaire officiellement réservé aux femmes de chambre de l'hôtel. Puis on faisait pivoter le grand miroir du fond qui donnait accès au deuxième étage de l'immeuble voisin. Et on pouvait comme ça quitter les lieux par la porte de service de cet immeuble voisin. Vous imaginez les consignes de sécurité qui entourent le personnage. Mais revenons donc à cette émission du 21 avril 1986. Le suspense ce soir-là tient au fait qu'en dépit des centaines de millions de dollars tirés par Al Capone de ses innombrables trafics, le fisc américain n'ait jamais pu trouver la trace de son gigantesque magot. Et si tout cela se trouvait dans la fameuse cave de l'hôtel Lexington. Un agent fédéral, il s'appelait Dennis Sanson, se trouve sur place le 21 avril 86 au moment de l'ouverture. Il entend bien représenter les intérêts de l'État. On s'attend aussi à trouver au milieu des montagnes de billets et de lingots d'or des squelettes, ceux de quelques rivaux disparus de Capone et qu'on n'a jamais retrouvés. Alors, vous imaginez les marteaux-piqueurs, la pelleteuse, les pioches, tout entre en action. On éventre un à un les murs, on actionne les portes blindées. Finalement, les caméras peuvent enfin pénétrer dans la célèbre chambre forte. En vain, il n'y a rien à voir, la pièce est vide hormis, et c'est la suprême ironie de cette affaire, hormis un flacon vide lui-même et couvert de poussière. Ah, la prohibition était loin, très loin. Ce fut l'ultime pied de nez d'Al Capone à ces médias qui, dès avant son arrestation et son procès, pour simple fraude fiscale, je rappelle, et non pour tous les crimes qui lui auront été imputés sans avoir donc pu être prouvés au détail, bien avant tout cela, les médias avaient fait d'Al Capone l'ennemi public numéro 1. Il a bien dû rire dans sa tombe. Un extrait de The Mooch sur Europe 1 composé par Duke Ellington, Franck.
Alors à Chicago, le garage Ayer, c'est son nom, se situe au 2122 North Clark Street. Ce garage, c'est à l'époque, quand je dis à l'époque, on est en février 1929, c'est le repère du gang du Nord. Et le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, le chef du gang, George Moran, a rassemblé ses hommes et il leur explique qu'il a réussi à détourner un camion initialement destiné au balafré. Scarface, tout le monde comprend de qui l'on parle évidemment. On me l'a proposé par téléphone, dit-il, le prix était raisonnable, j'ai accepté. Ce camion sera là demain matin à 10h. Donc, comité d'accueil pour le camion le lendemain 14 février, il neige à Chicago comme très souvent. Pour tout vous dire, à 10h du matin, il fait tellement sombre qu'on a été obligé d'allumer les lumières. On a même allumé l'enseigne lumineuse du garage SMC Cartage Company. Au bout du corridor qui mène aux différents box, il y a 7 hommes du gang du Nord qui attendent donc le camion. À 10h20, une Cadillac noire, semblable à celle qu'utilise la police, arrive à ce moment-là devant l'immeuble. Elle bloque l'entrée, 5 hommes en descendent, il y a 3 policiers en uniforme et 2 en civil. Ils ont au point les revolvers et les voilà qui, au pas de course, entrent dans le garage, haut les mains. Et les gangsters obéissent. À quoi bon protester? Avec la police de Chicago, on est habitué, vous savez, à l'époque, on s'arrange toujours. En ligne face au mur. Alors les 7 hommes qui attendaient le camion s'installent, le visage tourné le long du mur du fond. Personne ne voit les 2 civils qui accompagnaient les prétendus policiers entrer à leur tour dans le garage. Il y en a un qui porte une mitrailleuse Thompson avec une bande de 100 cartouches de 45 et il ouvre le feu. C'est un carnage indescriptible. Les 7 gangsters sont littéralement plaqués contre le mur et ils s'écroulent. Le 2e civil s'approche à ce moment-là avec un canoncier, vous savez, double canoncier, et il envoie à chacun une double charge de chevrotine comme ça à bout portant. Voilà ce qui s'est passé dans ce garage Ayer le 14 février 1929. Alors il faut que les malfaiteurs sortent du garage. Maintenant, c'est assez facile. Les 2 qui sont en uniforme ont fait lever les bras aux autres et tout le monde sort comme ça, comme si la police, à l'issue d'une fusillade, venait d'arrêter des malfaiteurs. Et l'on voit dans le quartier la foule applaudir. Ils sont contents. On a arrêté les gangsters. Et les 5 hommes s'engouffrent comme ça, tranquillement, dans la Cadillac noire qui démarre. 90 minutes plus tard, un camionneur complètement exsangue, le visage livide et les yeux hors de la tête, surgit du garage. C'est plein de morts là-dedans, dit-il. Lui, il venait livrer, vous savez, sa cargaison. La police arrive. Quand je dis la police, cette fois, c'est la vraie. Elle va découvrir le charnier épouvantable. Ce massacre de la Saint-Valentin restera évidemment dans l'histoire comme le pire des crimes d'une époque et d'une ville qui en ont compté beaucoup. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La prohibition, les incorruptibles. Franck nous emmène aujourd'hui sur Europe 1 dans l'Amérique des années folles qui était aussi celle d'Al Capone. Quelques jours après cette sanglante Saint-Valentin, donc ce 14 février 1929, un nouveau président vient d'entrer à la Maison-Blanche. C'est le président Herbert Hoover. Je dis bien Herbert Hoover, pas John Edgar dont nous parlions l'autre jour, et qui d'ailleurs va jouer dans toute cette affaire un rôle lui aussi très important. Lorsqu'un journaliste a demandé au président Hoover à quoi il pensait le matin en se rasant, il a répondu à Al Capone. Et de fait, il va y avoir une véritable coalition d'intérêts fédéraux, si je puis dire, contre Al Capone. Quelques mois plus tard, le célèbre Scarface apprend que l'un de ses hommes de confiance, il s'appelle Jacob Guzik, on le surnomme Pouce Gras, évidemment dans le milieu, vient d'être arrêté. Alors Capone demande, arrêté mais par qui? Par une brigade spéciale venue de Washington, lui dit-on. Des fédéraux? Non! Des inspecteurs aux fraudes. Des inspecteurs aux fraudes? Mais qu'est-ce qu'il reproche à Jacob? Fausse déclaration d'impôt. Et là, Al Capone, qui n'est pas né de la dernière pluie, comprend ce qui lui arrive. Il comprend que les 2 Hoover, si je puis dire, Herbert Hoover et puis son homonyme John Edgar,
le chef des G-Men à l'époque, viennent de trouver une parade. Il écrira dans ses mémoires, Al Capone, « Puisqu'il n'était pas possible de me piquer autrement, on allait essayer de me mettre dans le bain pour non-déclaration de sommes honnêtement ou malhonnêtement gagnées. » C'était très malin en quelque sorte. Il rentre aussitôt à Chicago et c'est pour apprendre la condamnation du fameux pouce gras à 17 500 $ d'amende. Bon, certes, mais aussi, et par la même occasion, à 50 travaux forcés. Et là, Al Capone n'a plus d'illusions, il sait exactement ce qui l'attend. « Les gars, c'est fini », dira-t-il à ses principaux lieutenants. « Le syndicat a vécu, je vais être arrêté d'un moment à l'autre, vous pouvez reprendre votre liberté. » Et effectivement, il est bientôt accusé. Alors, l'acte d'accusation qui a été dressé contre lui comporte 3680 pages dactylographiées, 1800 sont consacrés à toutes ces activités bizarres. On lui reproche d'avoir organisé la contrebande de l'alcool, d'avoir attaqué des camions à main armée, d'avoir commis des crimes nombreux et divers, d'avoir participé à des opérations de racket, etc., d'avoir fui certains fonctionnaires et résisté à d'autres. Un chapitre important rappelle les meurtres dont on pense qu'Al Capone est coupable, mais surtout, j'allais dire, les 200 dernières pages traitent de l'évasion fiscale et de la non-déclaration de revenus. Et je vous le dis, Al Capone a compris, c'est ce dernier chef d'accusation qui est le plus redoutable, dit-il à tout son entourage. Alors il réunit tous ses principaux acolytes. « Je voudrais vous remercier, dit-il. Ce que j'ai fait dans cette ville, je vous le dois, comme si c'était de très belles opérations. C'est pourquoi, avant de nous séparer, je veux vous montrer mon amitié, ma reconnaissance. » Et à ce moment-là, il va sortir de sa poche un étui à lunettes et un chéquier. Alors il met ses lunettes parce que il a beau être encore assez jeune, il a 32 ans, il a vraiment perdu, sa vue a beaucoup baissé. Il faut vous dire que la vie qu'il mène n'a pas arrangé sa santé, qu'il paraît 60 ans quand on le voit. Et puis il commence à appeler les hommes par ordre alphabétique et à chacun il donne un chèque et une poignée de main. Alors les poignées de main sont toutes les mêmes, mais le montant des chèques varie entre 4 500 $ et 327 000 $ pour ceux qui bien sûr ont dû se montrer non seulement le plus fidèles, mais les plus efficaces. 8 jours plus tard, à minuit, Capone rentre chez lui au numéro 7244 de Prairie Avenue et là ça va être la curée, j'allais dire. On a littéralement bouclé le quartier, des milliers de policiers sont présents, des agents des divers services sont présents et finalement c'est un homme des G-Men qui s'avance et qui crie « Al Capone, rendez-vous, sinon vous êtes un homme mort ». Et Capone n'a pas l'intention de ne pas se rendre, évidemment. « N'ayez pas peur, crie-t-il, je suis à vous ». Alors il était encore en pyjama, on le voit qu'il s'habille en hâte, il descend dans son jardin, et là une nuée de détectives lui tombe dessus, il est agrippé, il est maîtrisé, on lui passe les menottes et on va pouvoir donc bientôt le juger, le condamner. C'est une arrestation sensationnelle, la fin du roi de Chicago, titre toute la presse, 74 de ses collaborateurs sont sous les verrous, la fortune du balafré s'élève, vrai, nous dit un journal de Chicago, à 40 millions de $, 5000 contraventions aux lois, c'est le plus formidable procès de l'histoire. Cette fois, Al Capone va aller à Alcatraz et cette fois, il est sous les verrous pour très longtemps. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Précisément au cœur de l'incroyable destin du grand truand Al Capone. Dans quelques jours va paraître aux éditions Fleuve Noir dans la collection Doc un ouvrage de Jean-Marc Fédida qui s'appelle Le procès Capone, comment l'Amérique a piégé l'ennemi public numéro 1. C'est un livre assez culotté, très audacieux, devrais-je dire, puisqu'il, sans aller jusqu'à prendre tout à fait la défense d'Al Capone, il nous dit qu'en fait Al Capone aurait été en quelque sorte le bouc émissaire d'un véritable changement de régime aux États-Unis, de l'installation d'un État moderne. Il sera condamné, nous dit Jean-Marc Fédida, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On oubliera les morts dont les noms, pourtant dans tous les esprits, ne seront pas prononcés au cours du procès. On ne parlera que de l'argent de sa puante réussite. Et l'auteur pose la question, et si la condamnation de Capone, n'était, ça c'est un tout autre sujet, ça nous emmènerait dans les années 60, n'était autre que l'acte de naissance des États-Unis modernes, avec un État fédéral fort, susceptible de faire respecter ses lois sur tout son territoire,
territoire et parfois même contre la volonté de la population. Vous voyez que ça nous rapproche de la conclusion que nous tirions l'autre jour de la formidable, au sens propre, de la formidable carrière de John Edgar Hoover. Cristallisant sur sa personne l'ensemble des vices prohibés par l'éthique des dirigeants de Washington, écrit Fedida, l'argent facile, l'alcool, la violence et le sexe, Al Capone était l'image dans le paysage politique et social des États-Unis de ce qu'il était possible de devenir en ignorant les lois fédérales et par conséquent l'exemple de ce qu'il fallait abattre pour permettre d'instaurer un État moderne. Bonjour Hélène Arter. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur chez Larousse d'un ouvrage intitulé « Les incorruptibles contre Al Capone ». C'est vrai que nous avons tous, et nous avons rêvé étant gamins devant évidemment la saga d'Eliot Ness et de ses compagnons incorruptibles partis faisant la guerre aux truands en quelque sorte, et notamment au premier d'entre eux, à Al Capone. Vous nous racontez toute cette histoire, c'est un ouvrage extrêmement précis et fouillé, et vous nous montrez vous aussi, alors sans aller jusqu'à défendre une thèse aussi audacieuse que celle de Jean-Marc Fedida, mais vous nous dites bien qu'effectivement ce procès d'Al Capone s'inscrit dans tout un contexte qui est celui de la prise de pouvoir de l'État fédéral en quelque sorte sur des États-Unis qui jusqu'alors étaient beaucoup plus fédérés. Oui, alors c'est vrai que cette thèse d'un Al Capone victime, bouc émissaire est quand même très exagérée parce que le personnage a à se reprocher beaucoup de choses, des crimes pour lesquels il n'a pas été condamné, des violations de la loi de la prohibition. Mais c'est vrai que cela correspond à un développement de l'État fédéral et je dirais même plus exactement un développement de l'exécutif et du rôle du président dans cet État fédéral qui essaye de reprendre la main dans une période de violence exacerbée dans les villes. Le président Hoover restera d'abord dans l'histoire comme celui qui n'a pas su répondre à la terrible secousse du jeudi noir de ce 24 octobre 1929. Il est le président du Benign Neglect, on ne touche à rien et on laisse la crise se résoudre d'elle-même. Mais en vérité, c'est un homme très fort, c'est l'incarnation d'un exécutif qui veut reprendre la main et qui, contre le banditisme, en revanche, se révèle efficace. Oui, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que notre vision d'Hoover, du président Hoover, est déformé par la crise. En fait, lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, c'est un homme dans lequel on a beaucoup d'espoir, qui a des capacités d'organisation et qui veut faire de la lutte contre la délinquance et la violence qui entoure notamment la ville de Chicago une priorité. Donc c'est vraiment la crise qui nous fait voir d'une manière déformée ce qu'a été notamment les premières semaines de l'administration Hoover. Pourquoi cette ville de Chicago cristallise-t-elle ainsi le crime ? Pourquoi toutes les bandes ont-elles l'air d'avoir pris cette ville d'assaut ? C'est tout d'abord une ville qui a une tradition, je dirais, de non-respect de la loi qui remonte au XIXe siècle. Et puis surtout, c'est un espace où il y a un très grand nombre de consommateurs. C'est quand même la deuxième ville du pays. Beaucoup de communautés qui viennent d'Europe et qui ont des traditions où la consommation d'alcool n'est pas vue de manière négative, contrairement à la société protestante. Et puis il ne faut pas l'oublier, une position géographique extraordinaire. Très près du Canada, ça facilite la contrebande. Un nœud ferroviaire, ça permet de faire diffuser la production. Donc si vous additionnez tout ça, vous avez une ville qui va être le cœur finalement de cette prohibition de la fin des années 20 et du début des années 30. Al Capone, du reste, aurait bien aimé se diversifier un peu. Il n'était pas cloué à Chicago, loin de là. Non, et c'est très intéressant parce que on est vous avez parlé de syndicats tout à l'heure, dans une volonté des gangsters de s'organiser. De créer une sorte d'État dans l'État, quasiment. Oui, mais je dirais que c'est aussi récupérer l'organisation capitaliste dans sa vision négative finalement. Capone, c'est un homme d'affaires qui veut créer un marché au niveau national, tout simplement. Il va se laisser arrêter sans résistance, il va se laisser juger et condamner pour des raisons fiscales. Il va passer de nombreuses années à Alcatraz quand même, sur cette île terrible. C'est de la pire des prisons américaines, évidemment. Est-ce qu'il est sincère lorsqu'il déclare à la fin de son procès, au moment de sa condamnation, il dit que, en quelque sorte, il ne s'est pas battu parce qu'il estimait qu'il était arrivé au bout d'une certaine vie et qu'il voulait s'acheter une conduite, qu'il voulait repartir à zéro ?
Là, on retrouve Al Capone dans sa position de grand communicateur. Il faut très clairement voir qu'à la fin de son procès, Capone est persuadé qu'il y aura possibilité de faire appel, pourquoi pas de faire remonter son cas jusqu'à la Cour suprême, et il pense, comme toujours, s'en sortir par les voies légales. Donc on est vraiment là dans la communication, et Al Capone est persuadé qu'il ne passera pas de nombreuses années en prison lorsqu'il est condamné finalement. Il va survivre à cette peine de prison, parce il faut le dire. Il est dans un tel état de délabrement physique et mental que finalement l'État décide de le relâcher avant l'exécution de sa peine et il meurt quelques années plus tard. Et il y a un autre personnage qui meurt à peu près qui meurt dans la foulée, si je puis dire, c'est son grand ennemi. On a un peu identifié cette lutte des agents fédéraux contre le crime organisé à la lutte personnelle, au duel entre Al Capone et Eliot Ness. Nous parlerons, si vous le voulez, d'Eliot Ness à la fin de cette émission. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur la carrière d'Al Capone et qu'on revienne sur tout ce qui a pu le conduire jusqu'à ce procès et jusqu'à cette sorte de démission générale. Alors, Hélène Arter, comment devient-on Al Capone? D'où vient-il, ce personnage tellement mythique? On devient Al Capone grâce à la Prohibition. Très clairement, jusqu'à la Prohibition, c'est un petit voyou de New York, plus exactement de Brooklyn. Et cette entrée en vigueur de la Prohibition va faire que l'un des caïds de Chicago a besoin de gros bras pour mener à bien son activité. Et il a repéré Capone, qui a des talents précoces. On l'appelle Al, c'est l'abréviation de son prénom, tout simplement. Oui, tout à fait. Alphonse. Et en fait, Al Capone va devenir un des hommes de main de Johnny Torrio. Et puis, ses talents dans le monde du crime va faire que progressivement, il va monter les échelons, prendre la tête du gang et se lancer dans une guerre des gangs qui va aboutir à sa domination sur Chicago au moment de la Saint-Valentin. Alors quand vous dites il manifeste des qualités dans cette profession, les qualités d'un grand truand, c'est d'abord une très grande discrétion, très grande loyauté à son protecteur. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie, mais Al Capone, dans ses premiers moments finalement de sa carrière entre guillemets, est un homme qui joue la discrétion. Dans son quartier d'ailleurs, on ne suspecte pas que c'est un gangster. Et c'est, je dirais, le succès aidant qu'il va prendre de l'assurance et jouer la carte des médias pour, d'une certaine manière, étendre son activité et se défendre aussi. Alors discrétion, loyauté, jusque-là c'est assez chevaleresque, très grande violence aussi. Oui, je crois qu'il faut être impitoyable. C'est un monde d'une très grande violence. On n'hésite pas à battre ses ennemis à la mitrailleuse. Le sang gicle. Je crois qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Si on a parlé de massacre de la Saint-Valentin, c'est bien parce qu'il y avait eu un degré dans la violence qui avait été franchi et que notamment. On a tué que, si j'ose dire, que 7 personnes, oui. Mais alors d'une telle façon. Voilà. Ça a été repris d'ailleurs dans certains M shows par Billy Wilder sur un mode assez ironique, évidemment, plus comique. Je pense que le côté comique permet de faire passer la violence d'une certaine manière. Mais c'est bien ces photos de journalistes qui paraissent dans les médias qui vont faire prendre conscience de cette violence très forte qu'on n'avait jamais vue finalement. Alors s'il n'y avait pas eu le 18e amendement à la Constitution des États-Unis, ce crime organisé n'aurait sans doute pas atteint de telles dimensions. Vous nous l'avez dit au tout début de cette émission, la prohibition va créer les conditions du crime. Bien sûr. Alors rappelons en 2 mots ce que c'est que cette prohibition, ne serait-ce que pour nos plus jeunes auditeurs. Il s'agit d'un amendement à la Constitution qui prévoit qu'il est interdit désormais de produire et de vendre en particulier de l'alcool. Donc vous pouvez consommer, encore faut-il avoir la possibilité de vous fournir. Et donc l'illégalité désormais du marché de l'alcool va faire que un certain nombre de gangsters vont s'emparer de ce marché et vont lutter entre eux pour le dominer, puisque c'est un marché extrêmement rentable, qui plus est sur lequel on ne paie pas d'impôts, donc c'est encore plus rentable. Et donc c'est cette guerre des gangs, finalement, qui va propulser Al Capone au sommet de la hiérarchie à Chicago. Alors Jean-Marc Fedida vous dirait, si je puis me faire son interprète, que cette prohibition est bien l'incarnation d'un certain protestantisme, d'une certaine mentalité américaine tout de même, et que les gangs, que ce soit ceux de Chicago ou d'ailleurs, sont là pour essayer de faire éclater ce modèle, pour essayer de desserrer l'étau. Alors je dirais que la thèse est quand même audacieuse. Ce qui est vrai, c'est que ça révèle les tensions entre 2 Amériques, une Amérique de la modernité,
qui veut profiter de la vie, qui est dans un certain hédonisme. On est dans les années folles. Et puis en même temps, un conservatisme hérité du 19e siècle qui met les valeurs, notamment protestantes, au cœur et qui veut faire en sorte qu'on respecte ces valeurs protestantes. Mais de là à faire d'Al Capone un chevalier blanc en armure, il y a quand même un pas que je ne franchirai pas. Alors l'État veut faire respecter la prohibition, mais dans un premier temps, il ne s'en était pas donné les moyens, il faut le dire. Le FBI à l'époque n'existe pas. On a parlé des G-Men, il faut expliquer peut-être en 2 mots. On en a parlé l'autre jour à propos d'Edgar Hoover, évidemment, mais qui sont-ils, ces commandos en quelque sorte? Alors les G-Men, littéralement, ce sont les hommes du gouvernement. Et donc à cette époque-là, comme vous le rappeliez en début d'émission, l'État fédéral est encore relativement limité, donc les personnels fédéraux chargés de tout ce qui relève de l'ordre le sont aussi, puisque il n'y a pas de ministère de l'Intérieur. Chaque État est responsable de ses lois liées à la sécurité, et donc les services fédéraux sont extrêmement limités pour faire appliquer cette loi de prohibition finalement. Donc ça, c'est le grand enjeu, comment arriver avec des faibles moyens pour faire appliquer une loi fédérale qu'une partie de la population désapprouve. Alors peu à peu va se constituer une force fédérale qui va être capable de s'opposer à Al Capone et aux autres gangs. Le personnage d'Eliot Ness a été forgé par la presse, c'est lui qui a été mis en avant. Il y en avait d'autres avec lui, il faut vous les citer d'ailleurs tous et vous nous les présentez. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant finalement ce rôle de la presse, parce que la presse crée à la fois le personnage Al Capone, et Al Capone se sert de la presse pour s'imposer dans l'opinion publique, pour se défendre. Mais en même temps, cette presse est dans un manichéisme qui fonctionne très bien. À Al Capone, elle va opposer assez rapidement la figure d'Eliot Ness, qui va représenter l'État fédéral en lutte. Et c'est vrai que avoir une personne qui va incarner cette lutte, c'est beaucoup plus parlant que d'avoir une administration qu'on n'arrive pas à personnaliser, des agents des impôts que généralement les gens apprécient peu. Oui, tout ça est un peu abstrait, évidemment. Donc c'est un petit peu abstrait. Et là, vous allez avoir un homme jeune qui a à peu près le même âge qu'Al Capone et qui va être les valeurs d'Al Capone en positif finalement. Donc une lutte très manichéenne qui correspond bien à cette société américaine du tournant des années 30. Vous nous présentez donc la liste de ces fameux incorruptibles. Qui les appelle ainsi ? C'est la presse qui va créer le terme incorruptible. En fait, cette presse de Chicago qui suit les événements de très près, puisque la presse aux États-Unis est locale, on le sait bien. Et donc, elle va, comme elle a créé l'expression massacre de la Saint-Valentin, c'est elle qui va créer cette expression d'incorruptible qui va être prise par l'ensemble des médias. Et comme elle est très évocatrice, elle est promise un très bel avenir. Alors cette liste, les Lahart, Seeger, Barney Clunan, Chapman, Robsky, Friel, Leeson, etc., vous nous les présentez, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, en tout cas, on n'en entend jamais parler. Est-ce que les Américains les connaissent un peu mieux quand même, ces agents de lutte contre le crime ? Guère plus, oui. Le chef a complètement occulté ses seconds, tout à fait. A évincé les autres. Oui. Alors certains de ses assistants vont publier leurs mémoires après la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, dans le fil de l'histoire, ils ne vont pas laisser une très très grande empreinte. C'est vraiment le Eliot Ness qui, lui, va devenir finalement l'incarnation de la lutte au détriment de ses assistants. Vous nous dites vous-même que quelques semaines après la mort d'Eliot Ness, donc on est en mai 1957, oui. Ces mémoires paraissent chez un éditeur new-yorkais. Ils sont intitulés « Les Incorruptibles », « The Untouchable ». Tout laisse penser qu'Oscar Frehley, qui donc a aidé Eliot Ness à écrire ces fameux mémoires, a retravaillé le texte après la mort de Ness. Il est par conséquent, nous dites-vous, très difficile de savoir quelle est la partie fictionnelle qui émane de l'imagination de ce dernier, celle qui est le produit d'un choix conjoint des deux hommes et celle qu'on doit à Frehley seul après la mort de son co-auteur. On ne saura jamais à quel point Eliot Ness a accepté que le récit de sa vie soit romancé. On a tout de même bien l'impression que toute cette affaire est une affaire de mythe. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des réalités derrière le mythe, mais on a voulu créer de façon très claire pour le public des incarnations en quelque sorte du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre, de la droiture et du crime.
Oui, d'une certaine manière. C'est très américain, très manichéen, quelque part. Mais il le fallait d'une certaine manière pour mobiliser aussi l'opinion publique. Cette guerre contre le crime à Chicago, c'est une guerre aussi où on a besoin du soutien de l'opinion. Il ne faut pas oublier que dans les premiers mois, Al Capone a une image extrêmement positive. Et donc il va falloir d'une certaine manière inverser les choses et rendre la cause fédérale populaire, ce qui n'est pas facile, puisque si on se souvient que la prohibition, beaucoup de gens ne comprennent pas, ça va à l'encontre de leurs propres pratiques. Puis l'État fédéral, on le sait, aux États-Unis, n'est pas un État très populaire. Donc il y avait un double défi à relever. Comment expliquer qu'Al Capone, au moment même où il est à l'origine de toutes sortes de crimes, soit très populaire et qu'il soit devenu, après sa mort, alors qu'il a fait montre quand même d'une certaine hauteur de vue, disons, soit devenu si impopulaire? Nous nous poserons ces questions dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Capone a dans la peau la petite Phyllis. Bang, bang, bang fait le gang. Capone a dans la peau la petite Phyllis. Ah sing, sing, elle le suit. Capone est mort fou de la petite Phyllis. Fini le gang. En 25, y avait pas d'antibiotiques. Ça lui a coûté la vie. Tant pis pour lui. Capone et sa petite Phyllis, Régine, Ouais, sur il faut Europe bien 1, écouter Franck. ce qu'elle dit. En fait, Oui. il avait la syphilis, Al Capone. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été libéré de prison bien avant la fin de sa peine. Il était d'ailleurs, dit-on, assez douillet. Il avait peur des aiguilles et donc il refusait qu'on lui fasse la moindre prise de sang. Comme quoi. C'est un truand qui a peur du sang, on en a connu tellement d'autres dans l'histoire et parfois à des places très officielles du reste. Je ferme cette petite parenthèse. Quelle était la vie privée? On dit qu'il était très sympathique dans la vie, qu'il était très protecteur avec les siens. Oui, c'est un homme qui consacrait du temps à sa famille, qui avait Il faut dire un mot de sa femme. Il a une épouse, il a un fils qui lui survit d'ailleurs. Il a une maîtresse sœur, aussi, oui. entre autres. Il a une vie que je qualifierais pas de normale pour un gangster, mais finalement c'est un Américain ordinaire par bien des aspects, qui a une carrière qui elle sort totalement de l'ordinaire, qui a fait un choix de vie aussi très atypique. Il faut préciser 2 points. D'une part, ses rapports avec la mafia, ce qu'on appelle la mafia. Alors, ils sont assez compliqués parce que Capone n'est pas sicilien, contrairement à ce qu'il prétend. Donc, il a du mal. Malgré son nom. Oui, il a du mal à se faire accepter par la mafia sicilienne. Et donc, pendant de nombreuses années, il va essayer de contourner la difficulté en utilisant des hommes de paille pour diriger la mafia sicilienne à Chicago. Donc, c'est un personnage qui est plein d'ambiguïté au sein même de son propre milieu. Et puis, par ailleurs, ses rapports avec les autres gangs. Il a acquis une sorte de primauté. Il est le primus inter pares, au bout d'un moment, il est celui qui dirige les différents gangs. À Chicago, du moins, oui, par le biais de la guerre des gangs, c'est lui qui a le plus d'influence. Et je crois que ça nous rappelle aussi que si on ne parle que d'Al Capone, il ne faut pas oublier que à Chicago sévissent d'autres gangs dans ces années-là. Capone est le plus visible, le plus puissant, mais il n'est pas le seul à contrôler les activités illégales qui, je le rappelle, ne se limitent pas à la distribution d'alcool. Pendant ce temps, la prostitution, le jeu notamment, continue de prospérer à Chicago. Tout ce qu'il y a de souterrain et d'illégal, évidemment, prolifère pendant ces années qui sont très propices au crime. Alors nous nous sommes posé 2 questions là juste avant l'écran de publicité. D'abord, vous nous avez dit que Al Capone était assez populaire avant son arrestation, en tout cas peut-être jusqu'à la fameuse Saint-Valentin.